Donc je vais parler effectivement des soins palliatifs, mais surtout des différences dans la prise en charge à l'hôpital de Roubaix en particulier, en ce qui concerne l'oncologie féminine. Donc des histoires de femmes. Donc je vais démarrer en amont de la phase palliative. Donc mon intérêt, comme disait Marjorie, oui, je suis depuis 2010 en onco féminine, via l'idée des lits identifiés palliatifs d'ailleurs, qui ne se sont pas mis en place à Roubaix, mais pour lesquels à Paul-Gelée, il y a quand même une histoire de lits identifiés. Alors si administrativement ça l'est ou pas, exactement je ne sais pas, c'est encore un peu flou. C'est dire comment ça fonctionnerait, ça avance un peu. Mon intérêt pour les femmes est ancien. Très ancien, puisque mon mémoire de fin d'études de psycho, c'était sur les femmes et la folie. Et puis, bien plus tard, c'est sur les femmes et la précarité, ma thèse d'État, les femmes à la rue, leur fonctionnement psychique. Et donc, me retrouver dans ce milieu de l'oncologie féminine, voilà, répondait à des aspirations peut-être plus théoriques, mais aussi intimes, oui. La répétition de situations, je vais plus dans mon propos, donc de situations que l'on pourrait qualifier d'aiguës, tendues, presque de crise, même si ce mot est un peu galvaudé en ce moment, m'a amené à réfléchir à ce qui se joue dans les moments de fin de vie pour les femmes atteintes de cancer féminin. À l'hôpital de Roubaix, c'est spécifique puisque je vais vous parler de lieux, de structures, etc. Quand je parle de situation de crise, c'est des moments de forte tension émotionnelle, de colère parfois, de trop-plein, d'arrêt de travail pour certaines. Voilà, donc des choses qui se jouent souvent l'été d'ailleurs, c'est apparu plusieurs fois l'été. Mais pas seulement quand même. Voilà, à des moments non continus, mais de manière très très aiguë. L'accompagnement de fin de vie en soins palliatifs, tel qu'il a été décrit ce matin, diffère de beaucoup de cet accompagnement des femmes en fin de vie à Paul-Gelée, en termes notamment donc, de charge émotionnelle, mais de prise en charge générale. Nous n'avons pas le binôme, par exemple, mais plein d'autres choses, le lieu. Nous allons tenter de comprendre qu'est-ce qui fait ce moment explosif un petit peu. Enfin, moi, j'ai en tout cas tenté d'en poser quelques lignes. Quels sont les ingrédients et les éléments qui participent de ces moments de crise? Parce que je pense qu'on en a à peu près tous les ingrédients. Comme un cocktail... J'avais quand même envie de dire pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il y a du meilleur là-dedans, un peu comme Marjorie disait ce matin, il y a des effets bénéfiques à travailler aussi dans ces lieux douloureux. Donc dans les ingrédients explosifs du cocktail, j'ai repéré un lieu, vous allez voir un peu particulier, une équipe, un parcours et un jeu de miroir, et des processus psychiques à l'œuvre. Alors le lieu, c'est vrai que le lieu est particulièrement singulier. Les femmes prises en charge pour leur cancer à Roubaix le sont dans deux lieux, à des moments particuliers de leur parcours, la maternité Paul-Gelée et l'hôpital Victor Provost. C'est à la maternité, au 3e étage, en chirurgie gynécologique, qu'elles sont accueillies. Pour l'annonce, la chirurgie, les consultations externes, j'y reviendrai un petit peu. Cette maternité a ouvert ses portes en 1973, si mes informations sont bonnes, et nombre de femmes qui viennent ici se faire soigner pour leur cancer ont accouché ici. Le nom donné à la maternité, Paul-Gelée, est celui du président de l'Ordre des médecins du Nord dans les années 70, qui a soutenu les travaux d'un certain monsieur André Gernet, docteur André Gernet, en matière de dépistage spécialisé, un spécialiste en matière de dépistage du cancer. Donc, déjà dans le nom de la maternité cohabitent
deux noms, deux substantifs, deux concepts presque antinomiques. Le lieu de vie et le cancer. Déjà, par le mot Paul Jolet. La maternité et le lieu où on se fait soigner aussi pour son cancer féminin. Donc c'est une situation particulièrement antinomique, maternité et cancer qui se côtoient dans les lieux, dans les noms. Et ainsi, si on va d'un étage à l'autre, au troisième étage, on annonce un cancer et on soigne les suites chirurgicales d'une mastectomie, pendant qu'à l'étage juste en dessous, pleurent des bébés qui vont être mis au sein. Mais c'est vraiment cette proximité d'un étage. Ce rapprochement géographique n'est pas sans incidence dans la prise en charge. Parce que, rapprochement géographique d'une part, c'est vrai que c'est un étage à l'autre, on entend les pleurs des bébés, et à l'étage en dessous, parfois, les soignantes entendent les pleurs et les cris de femmes en fin de vie douloureuses. C'est aussi, ce rapprochement géographique a des incidences aussi sur la gestion du personnel. Des soignantes qui sont au troisième étage ont déjà évidemment été soignantes au deuxième et premier étage. S'il manque les personnels, les aides-soignantes vont aller à l'étage en dessous et à l'étage au-dessus. C'est la gestion du personnel. Mais aussi, parfois, le service ferme. Et pour autant, des fois, il y a des personnes qui sont encore malades. Et ce sont justement souvent des personnes qui sont déjà en phase palliative, qu'on a du mal à faire sortir, entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas d'accouchement dans ce cas-là. Et donc, elles vont aller à l'étage du dessous, à la maternité, au fond du couloir. Au fond du couloir parce qu'on ne va pas les mettre au milieu des bébés et tout ça. Mais on les met quand même au même étage. C'est exceptionnel, mais ça arrive. C'est pour dire que cette contingence, enfin, comment dire, cette proximité plutôt géographique a véritablement des incidences importantes sur la prise en charge et sur enfin, les effets psychiques que ça peut avoir quand même chez chacun d'entre nous. Donc au troisième étage, les femmes consultent pour l'annonce du cancer gynécologique, puisque là on n'est bien que dans ce qui est gynécologique, donc sein et utérin, pour le suivi de leur cancer par le cancérologue ou par le duo. Il y a un duo, mais qui est cancérologue chirurgien. Les femmes sont hospitalisées aussi au troisième étage, le temps d'une journée pour la pose d'un PAC. Le PAC, c'est le petit port à cathéter là, qui est posé comme une marque de la chimiothérapie, si elle n'en c'est une marque. Elles peuvent rester aussi 2 jours pour une tumorectomie. Maintenant, les temps d'hospitalisation sont vraiment très courts. Elles rentrent le mercredi soir et elles sortent le vendredi matin pour une tumorectomie. Un peu plus long pour une mastectomie. Et encore plus longtemps pour les cancers ovariens et utérins. Elles sont hospitalisées aussi à cet étage-là lorsqu'elles sont fatiguées. Ça s'appelle ce que M. Klein n'aime pas, mais qui est écrit dans les dossiers encore, altération de l'état général. Même si ce n'est pas vraiment toujours une altération de l'état général, ça peut être une aplasie, ça peut être un état de symptomatologie bien particulière. Et elles sont, la chambre, c'est la chambre de l'altération de l'état général. Ça reste vraiment dans les fiches et dans les esprits et dans les dossiers. Et elles sont là aussi quand elles sont en fin de vie. Alors, pas seulement parce que des fois il n'y a pas de place, comme ça a été dit, parce que aussi, enfin, j'y viendrai tout à l'heure, parce qu'elles ont été prises en charge depuis bien longtemps par toute une équipe et qu'il y a quelque chose à mener parfois jusqu'au bout. Dans une ambivalence, j'y viendrai. Donc je vous disais qu'il y avait 2 lieux. Il y a ce lieu de la maternité qui est le lieu un peu qui me semble être un des ingrédients explosifs. Et il y a le lieu de Victor Provost qui est le lieu de la chimiothérapie pour l'hôpital de Roubaix. Donc là, elles y viennent majoritairement en hôpital de jour, parfois 2 semaines pour certains protocoles, et elles reçoivent leur cure de chimio toutes les 3 semaines ou toutes les semaines pendant 3 semaines selon le type de protocole. C'est une autre équipe. Elles ne se connaissent pas, les 2 équipes.
Les deux seules personnes qui font lien sont l'oncologue et la psychologue. Et enfin, le dernier lieu, mais qui n'est pas de l'hôpital de Roubaix, la radiothérapie qui se fait ou à la Louvière ou au centre Oscar Montel. Ça, c'est du côté du lieu. Je vous disais, comme deuxième ingrédient, il y a l'équipe. Donc, l'équipe multiple, scindée. Il y a l'équipe Victor Provost, chimiothérapie, et l'équipe de la maternité Paul Gelée. Puisque c'est le lieu d'hospitalisation, je parlerai davantage de la maternité Paul Gelée. Le personnel est féminin à plus de 99%. En fait, il y a 2 hommes. De l'aide-soignant, de l'agent des services hospitaliers, de l'ASH au chirurgien, tout le monde, le personnel est féminin, tout le monde est une femme, j'allais dire. Du côté médical, du côté soignant, du côté les infirmières, les aides-soignantes, nous avons un chef de service homme et un chirurgien qui s'occupe plus des cancers ovariens, gynécologiques proprement parler, homme. Donc 2 hommes qui peuvent passer dans le service, parfois quelques internes perdus, en dehors des maris, des fils, des pères, des compagnons, seulement donc ces 2 hommes traversent le service du 3e étage. Ils sont repérés, de fait, un peu. Les secrétaires aussi, les agents administratifs sont des femmes, les infirmières sont toutes des femmes, et votre serviteur, la psychologue aussi. Et je ne prends que des stagiaires femmes, comme n'osant pas déroger à cette règle implicite. Pour d'autres raisons aussi, liées effectivement au cancer et à l'intime chez les femmes que l'on va voir. De mes représentations, vous verrez que les jeux de représentation et d'identification sont extrêmement prégnants dans ce service. Historiquement, les infirmières, vous savez que les infirmières c'était les religieuses, donc les infirmières sont majoritaires, c'est un métier dit, reconnu, féminin. Les psychologues aussi, hein, un métier féminin. On a cette proximité-là professionnelle. Et du religieux, en tout cas aux soins, dans ces lieux-là, on sent parfois des passerelles encore exister un siècle plus tard. Le titre d'infirmier général le décrit. Je disais donc un lieu, une équipe féminine. Alors vous vous doutez bien que pour s'occuper des cancers féminins, une équipe féminine, tout ce qui va être en jeu, et comme une stagiaire avait aussi écrit dans son mémoire, en jeu. C'est-à-dire que ce qui se passe là, ça se passe pour elle, ça se passe potentiellement pour moi, la soignante. Donc c'est moi générique, là je parle. Et donc un parcours, j'allais dire un parcours de combattante, en tout cas de battante souvent. Et c'est ce que je voulais souligner comme 3e ingrédient, différent aussi des services de soins palliatifs. C'est-à-dire que les femmes, quand elles arrivent pour la prise en charge de leur cancer, elles arrivent au moment de l'annonce. C'est un parcours que je vais essayer de raconter assez rapidement. Donc le parcours est différent. Les femmes arrivent à l'hôpital après une découverte hors hôpital. La découverte, alors donc, je ne suis pas allée dans le détail des cancers, hein, mais cancer du sein majoritairement, évidemment, et puis cancer ovaire, utérus, col de l'utérus, l'endomètre et de temps en temps un cancer de la pube, très exceptionnel. Donc la découverte se fait le plus souvent par hasard, à bas bruit, puisque c'est vraiment, ce sont des cancers majoritairement, pour le cancer du sein en tout cas, des cancers qui ne font pas de bruit, qui ne se voient pas, même s'il nous est arrivé de voir des dames dans des moments très avancés de leur cancer du sein. Mais elles le voyaient là, bien sûr, hein, mais elles ne le voyaient pas d'une certaine manière aussi.
Donc la découverte se fait par hasard ou au moment de cette fameuse mammographie de contrôle quand elle est faite. Donc hors de l'hôpital. Les femmes commencent leurs premiers examens hors de l'hôpital par la mammographie et éventuellement la biopsie. Et puis très rapidement, avec ou sans annonce du cancer, elles sont orientées, pour ce qui est de Roubaix, je parle toujours évidemment, elles sont orientées au 3e étage de la maternité pour voir la gynécologue spécialiste en oncologie. Si elle voit plus le chirurgien, c'est que c'est utérin. Si elle voit plus l'oncologue, le gynécologue et la chirurgien spécialiste du sein, c'est le sein. C'est là le plus souvent que l'annonce se fait. L'annonce se fait avec ces deux spécialistes-là. C'est à cet étage-là, je vous remets dans le contexte, que va se faire l'annonce de ce cancer gynécologique. C'est là où le mot cancer le plus souvent est prononcé. Qu'elles m'entendent pour la première fois, c'est là qu'on va leur expliquer comment les choses vont se dérouler. On a un premier rendez-vous ou un deuxième rendez-vous. Parfois, c'est là que les infirmières d'annonce vont rencontrer pour expliquer comment ça va se passer, un peu aussi les symptômes qui vont apparaître, enfin, un petit peu tout le déroulement. Ensuite, il y a des petites choses qui varient où les dames passent par l'opération ou par la chimiothérapie avant. Tout dépend du type de cancer, de la taille souvent aussi, et donc elles peuvent avoir juste, entre guillemets, juste une opération, et puis après, ou pas, de la radiothérapie. Ça, on va dire que c'est le protocole minimum. Et l'opération se fait donc, est programmée à partir des premiers rendez-vous, et elle se fait au même endroit, on est bien d'accord, que les accouchements. Sinon, il y a d'abord chimiothérapie pour avoir l'opération ensuite. Et la chimiothérapie, c'est à Victor Provost. Là, l'équipe ne voit pas la patiente. Ça a du sens aussi sur la prise en charge après, quand la personne éventuellement va moins bien, mais de chez elle. Donc la chimiothérapie va se dérouler sur quelques mois quand tout se passe bien et va s'en suivre la prise en charge radiothérapique, et si tout se passe bien, la personne entre en période de rémission et nous la verrons pas en phase palliative, heureusement, et de fait nous les voyons plus du tout dans ce cas-là. Pour des rendez-vous réguliers avec le médecin et de temps en temps, dans le cadre de la rémission, avec le psychologue aussi, puisque c'est un moment un petit peu particulier. Et si là, je vous ai montré un petit peu le parcours classique, mais bien sûr, des fois, ça se passe pas très bien, et la personne peut récidiver, l'état peut s'altérer, s'aggraver, la chimio peut ne pas faire effet, avec des multiples protocoles, et au bout d'un moment, tout a été essayé, et ça ne fait plus effet, et la personne peut se dégrader. Ça peut se passer dans le temps, c'est-à-dire que ça peut se passer sur 3-4 ans, ça peut se passer sur 2 ans, des fois ça s'est passé, et ça fait partie des ingrédients, on va dire, explosifs, quand ça s'est passé entre le moment de l'annonce et le moment de la fin de vie, sur 3 mois. Voire même, je crois, l'année dernière, sur 6 semaines. À ce moment-là, quand la patiente rentre en phase palliative, elle peut le faire alors qu'elle est encore en chimiothérapie. Et là, elle a rencontré régulièrement l'équipe mobile de soins palliatifs, l'infirmière et le médecin, et l'orientation se fait assez naturellement du côté de l'unité de soins palliatifs. Quand la personne a eu une chirurgie et a répété une chirurgie importante, voire une chirurgie répétée, et puis quand sa situation s'est dégradée,
nécessitant de nombreuses hospitalisations et de retour à domicile. Elle a été hospitalisée à la maternité Paul Gelée. Et on pourrait dire que assez naturellement, le parcours de fin de vie va s'inscrire à la maternité. Assez naturellement aussi pour être entre guillemets, puisque l'idée de la fin de vie ne va pas tout à fait de soi à ce troisième étage. Du fait de tout ce que je viens de vous expliquer. Je pense que vous avez un petit peu compris. Et du côté du patient, parce qu'il y a aussi la patiente qui peut un peu dire où elle voudrait aller, l'ambivalence est de mise, d'ailleurs du côté de l'équipe aussi. Je lance déjà au miroir, parce que c'est là où elle a été soignée, c'est pas là où elle veut finir sa vie. Et parfois, c'est là où elle a été soignée, elle connaît bien l'équipe, elle ne connaît pas l'autre équipe de soins palliatifs, c'est là où elle veut finir sa vie. Et parfois, ça fait écho ou pas à l'équipe qui, justement, l'a soignée et ne veut pas l'accompagner jusqu'au bout. Et parfois, c'est justement une personne qu'elle a soignée et qu'elle veut accompagner jusqu'au bout. Vous voyez un petit peu comme c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas faire de protocole fixe, ça n'aurait pas de sens, me semble-t-il. Je pense qu'il faut essayer d'adapter la prise en charge, mais c'est très compliqué, parce que c'est très aléatoire. Pourquoi cette personne-là, l'équipe a envie de l'accompagner jusqu'au bout, et pourquoi, des fois, ça peut être la même personne, à différents moments, pourquoi là, c'est plus possible. Il y a des tas de raisons, parfois, justement, d'identification et de retour sur soi, mais c'est assez compliqué à raisonner, parfois, à expliquer ce jusqu'au bout, avec ou sans toi, ou sur moi. Et le dernier élément comment dire, du cocktail d'émotions ou d'explosion, mais je vous ai dit aussi pour le meilleur, parfois, c'est les effets de miroir et de mécanismes de défense et processus psychiques. Ici, comme vous l'avez compris, la mort n'est pas répétition, c'est pas un service de soins palliatifs, le service de chirurgie. Indépendamment de son lieu, c'est un service de chirurgie gynécologique, dans lequel il y a de la chirurgie oncogynécologique. Donc la mort reste exceptionnelle, même si parfois en un mois il y a 3 décès. Et là ça paraît énorme pour l'ensemble de l'équipe, elle reste exceptionnelle et donc elle reste impensable et insupportable. Et sa violence n'est pas acquise. On voit bien que dans l'équipe de soins palliatifs, la question de la violence de la mort est plus ou moins apprivoisée, ou en tout cas elle est pensée. Là, elle ne l'est pas du tout. Elle ne peut pas l'être pensée, puisque c'est un lieu de soins, et c'est un lieu où on va quand même accompagner ces femmes voilà, jusqu'au bout. Parfois. Si c'est elle, ça peut être moi. Elle est moi. Et en miroir, je le suis. C'est-à-dire que les cancers féminins, on sait bien qu'ils touchent une femme sur, je ne sais plus, je ne veux plus le dire, je crois. Ça peut la toucher, ça me touche moi. Elle est mère d'enfants en bas âge, elle a 36 ans, c'est moi l'infirmière qui a 36 ans et qui vient juste d'avoir un enfant. Elle a 50 ans, elle va tout juste être grand-mère ou ses enfants viennent de partir à l'université. C'est moi, je viens d'avoir des enfants qui partent à l'université, etc., etc. Ces effets de miroir sont extrêmement importants. Là, ils sont à l'œuvre en soins palliatifs, mais là, ils sont condensés du côté du féminin. J'ai d'ailleurs du coup oublié, mais ça peut revenir plus tard, la question de la féminité, évidemment, et de la perte de tous les attributs de la féminité qui sont aussi mis en jeu dans cette relation. Les identifications sont extrêmement importantes aussi par la proximité géographique. C'est parfois leur voisine, c'est parfois leur collègue de travail.
Je pense que c'est possible dans ce lieu de Roubaix, c'est certainement moins possible dans des grands centres hospitaliers comme le COL, par exemple, ou au contraire dans des centres hospitaliers où il y a un grand secteur géographique qui est desservi. Donc là, les jeux d'identification sont aussi extrêmement importants. Donc si cette femme est en train de mourir, ça me renvoie, moi, à mon sentiment d'immortalité et à cette mort inacceptable. Enfin, si les mécanismes de défense identificatoire sont en jeu, la question de la projection l'est aussi. Qu'est-ce qui est en route de mauvais en moi que je vais projeter sur l'autre, ou de l'autre qui doit bien mourir sans faire de bruit, comme l'évoquait ce matin aussi Marjorie, de la représentation de la mort supportable pour le soignant, parce que si cette femme crie comme elle a crié cet été, c'est qu'elle souffre et que je ne suis pas une suffisamment bonne soignante, parce que je ne peux pas la soulager, cette femme-là. Donc la question de la projection est là en jeu, me semble-t-il, en rendant les choses encore plus explosives. Oui, je crois. Et dans ces cas-là, il faudrait, c'est pour ça que ce matin je posais un peu la question de ce groupe de parole, peut-être un groupe de parole. Je ne suis pas si sûre que ce soit toujours possible, mais dans l'instant, juste après les décès, il y a toujours un moment où il y a un interstice possible pour créer un espace de parole nécessaire là, et possible pour les soignants, parce que là c'est le moment de l'émotion et ça peut se dire à ce moment-là. Mais sur une régularité, compte tenu du fait que ça n'est pas non plus l'essentiel de leur travail, je pense que au quotidien, elles n'ont pas cette idée de venir forcément travailler cette question-là, dans un évitement aussi nécessaire du côté de la vie. Voilà, je vous remercie.